Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Projection en 2026, ses aspects socio-économiques. Nous avions commencé la semaine dernière par faire des projections pour l'année 2026 au Togo au regard de l'actualité, de ce qui se fait actuellement. Comment peut-on déjà envisager notre pays dans les jours à venir, déjà en 2026? Et nous allons aborder les aspects socio-économiques aujourd'hui, après avoir parlé des aspects sociopolitiques la semaine dernière. Et pour aborder ce sujet, nos invités sont encore prêts pour nous pour ce quatrième sujet. Chers invités, vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. La loi des finances a été adoptée d'abord au niveau de l'Assemblée, c'est au niveau du Sénat. Il faudra en tout cas une loi des finances définitive adoptée avant qu'elle ne soit en application à partir de 2026. Mais déjà, on connaît les grandes orientations que le gouvernement avait données à cette loi des finances, les secteurs prioritaires. Mais nous allons parler, nous, sur ce plateau, de nos attentes sur les plans socio-économiques qu'attendons-nous du Togo ou comment envisageons-nous notre pays en 2026 sur les aspects ou bien sur le plan socio-économique. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. Ibrahim Acha veut commencer. Oui, mais je pense que lorsque le gouvernement a envoyé la loi de finances au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas le chiffre qui a été en tout cas décliné, c'est près de 2 milliards 700 et quelques millions, ce qui suppose que le gouvernement entend consacrer une manne, disons, beaucoup plus substantielle au secteur clé de la vie de la nation. Je veux parler, puisqu'on parle de l'inclusion sociale qu'on doit renforcer. On parle aussi de la transformation au niveau de l'économie qu'il faut véritablement soutenir et sans oublier les autres paliers sur lesquels l'État doit agir pour améliorer le quotidien des Togolais et renforcer vraiment la gouvernance dans le pays de manière à ce que cela puisse apporter du progrès. Quand je prends sur le plan perspective, en me focalisant sur le budget qui a été disons, qui est à l'étude actuellement au niveau du Sénat, mais est déjà voté au niveau de l'Assemblée nationale. Je me dis que si le gouvernement arrivait à agir sur d'abord le secteur primaire, parce que c'est ça, l'agriculture, c'est ça qui soutient l'économie togolaise. Si on arrivait à agir véritablement sur ce secteur, ça peut nous amener vers des perspectives encourageantes en 2026. Et sans oublier aussi le fait que nous avons déjà des atouts majeurs. Quand je prends un peu notre port, qu'on qualifie de port en eau profonde, et la volonté aussi des autorités togolaises de faire du port de Lomé, disons, un hub logistique. Donc j'ose croire que si on maintient les investissements au niveau du port, on maintient la dynamique de renforcement des capacités opérationnelles au niveau du port, cela peut vraiment faire entrer des devises et cela va soutenir la croissance dans notre pays. Maintenant, quand je reviens un peu aussi sur le côté social, le gouvernement a annoncé beaucoup de choses. Donc quand je prends un peu l'inclusion, on parle de voir dans quelle mesure le projet d'électrification va encore aller de l'avant. On va atteindre à l'horizon 2030 75% de la population. Quand je prends un peu le côté santé, on parle aussi de l'assurance universelle, c'est en tout cas des mécanismes de protection sociale pour amener les populations à pouvoir se soigner lorsqu'elles sont malades et aussi à pouvoir aussi se porter mieux, parce que cela permet à plusieurs bénéficiaires de ce mécanisme de protection sociale de pouvoir s'acheter des médicaments et tout ça là, et surtout au niveau déjà de l'administration publique avec ce qui existait déjà à l'INAM, on voit que cela a un tant soit peu amené les fonctionnaires de l'administration publique à pouvoir faire face aux ennuis en termes de santé. Donc quand on prend tout cela, on met dans la balance, on peut se dire que l'avenir sera meilleur quand même. Et cela aussi va dépendre, puisque vous avez déjà parlé de l'aspect politique, parce que quand la gouvernance politique est mieux structurée, est mieux
conduite aussi, cela déteint sur le côté social, ça déteint aussi sur le côté économique. Donc vivement que tout ce qui se fait au niveau de la gestion publique puisse être soutenu, puisse être structuré, et que surtout, je pense que c'est l'un des goulots d'étranglement en matière de croissance dans le pays, qu'on lutte véritablement contre la corruption. Si on arrive aussi à maîtriser la corruption, on arrive à lutter sur ça, je pense que ça serait bien, puisqu'on annonce déjà la création dès l'année prochaine de la nouvelle instance dédiée à la lutte contre la corruption, prévue par la nouvelle constitution. Je pense que si on met en place ces structures-là, ça peut véritablement aider à booster le développement dans notre pays. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Je ne sais pas qui veut aussi faire des projections sur les plans socio-économiques au Togo en 2026 et qui veut y aller à la suite d'Ibrahim Acha. Non, mais la projection, le gouvernement l'a déjà annoncé dans son budget exercice 2026. Et quand vous le voyez bien, vous allez constater que 669 milliards de francs CFA sont consacrés à l'inclusion financière, au capital humain, couvrant l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie. Également, dans ce budget, il y a 407 milliards de francs CFA qui sont destinés à la transformation économique avec un accent particulier sur l'agriculture, l'industrie, le numérique et la promotion de l'emploi. 324 milliards de francs CFA sont réservés au renforcement de l'État et au bénéfice des secteurs productifs et sociaux. Ça veut dire que c'est un budget qui met l'accent sur l'aspect social, justement avec la promotion de l'emploi, comme je le disais tout à l'heure. Donc le budget même le dit clairement. Maintenant, il va falloir que tout cela se traduise dans les faits. Mais je crois que ces dernières années, c'est le même discours qu'on nous sait que le budget exercice, que le budget de l'année sera justement pour priorité les services sociaux. Donc je crois qu'on ne va pas tout de suite commencer par commenter en fait ce qui va se faire. On attend le gouvernement dans les faits. Et 12 mois après, nous allons revenir peut-être sur ce plateau pour pouvoir juger ou bien pour juger en fait le gouvernement. Mais je crois que ce qui a lieu de dire ici, c'est que les budgets, on les élabore, mais ces budgets-là, je pense que souvent occultent une certaine réalité. Par exemple, quand vous voyez le budget que je viens d'évoquer, vous n'allez pas retrouver les traces des recettes générées par certaines sociétés. On parle souvent de ASNPT, les recettes que génère par exemple le port autonome de Lomé, parce qu'on a dit qu'on a une port en eau profonde et c'est devenu pour nous un trophée de guerre qu'on chante ou bien qu'on brandit à coups de vent, et dans les faits ça devait normalement profiter à tous les Togolais. Ça, ce n'est pas le cas. Vous avez des ressources minières du pays qui sont gérées dans une peut-être opacité totale, parce qu'il n'y a pas une reddition de comptes qui suit après la gestion de ces ressources-là. Vous avez des budgets qui sont exécutés, après on ne retrouve pas un rapport, un compte rendu après l'exécution du budget-là. Donc je crois que c'est des situations en fait qui nous mettent en difficulté quand nous voulons justement nous projeter, parce qu'il va falloir justement qu'on sache là où on en était avant de se projeter. Donc, mais je crois que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Togo, c'est vrai que les différents chiffres ou bien certaines institutions nous font croire que le taux de pauvreté a diminué drastiquement ces dernières années au Togo. Mais je crois que sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Parce que vous avez une population qui continue pas croupir sous le poids de la misère, ce qui contraste en fait les rapports du FMI ou bien des institutions financières. Donc je crois que la pauvreté demeure au Togo et il va falloir justement aller concrètement vers les populations de base. Et quand je parle souvent de la pauvreté, on est tous unanimes que des régions, des
les régions des savanes centrales et Kara enregistrent le plus élevé de taux en matière de pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, elle est plus au nord qu'au sud. Donc je crois que l'État doit forcément travailler sur cela. Et le problème unanime ou bien le problème commun que tous les Togolais ou bien dont tous les Togolais font face aujourd'hui, c'est justement la pénurie d'eau potable. La dernière fois, je disais ici que vous êtes à Lomé à 30 km. À Thiévier, vous avez des difficultés à avoir d'accès à l'eau potable. Donc le gouvernement doit sérieusement travailler également là-dessus. À côté, il y a le problème d'électrification que Ibrahim essaie d'évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, le taux d'électrification sur le plan national, on nous dit que ça oscille entre 72 et 76%. Et je pense que là aussi, ce sont des chiffres en réalité qui ne reflètent pas la réalité que nous avons sur le terrain. Parce que beaucoup de ménages aujourd'hui sont obligés de se rabattre sur ce que vous appelez des opérations alignées. C'est-à-dire qu'ils raccommodent en fait les fils électriques. Ce ne sont pas une électrification moderne. Ils ne répondent pas en fait aux critères qui sont dangereux. Qui répondent pas en fait. Voilà, ils répondent pas aux standards nationaux. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on veut faire les études, on comptabilise également ces ménages-là. Et pour moi, ça fausse les calculs. Donc aujourd'hui, l'État doit avoir conscience qu'il y a un défi qui reste également à relever dans le secteur énergétique. Donc je crois que si vous analysez tout cela, je vous dis qu'on a du boulot à faire. Et aujourd'hui, le pouvoir n'a plus droit à l'erreur, c'est-à-dire que le pouvoir n'a plus d'excuses, parce que on est presque dans un parti-État, parce que quand vous voyez aujourd'hui le gouvernement se constituer des militants et sympathisants de UNIR, et c'est UNI qui est au pouvoir, c'est UNI qui dirige le pouvoir. Et UNI aujourd'hui a tout. UNI a la majorité au Parlement, UNI a la majorité au Sénat. L'UNI a le plus nombre important de maires. L'UNI a le plus nombre important en fait de conseillers régionaux. L'UNI également taille la part belle du lion quand on parle de la gestion, quand on parle du gouvernorat. Donc aujourd'hui, le parti a tout pour réussir. Il n'y a plus d'excuses pour eux. Contrairement à ce qu'on a déjà eu à assister de par le passé, où on a l'impression que le parti a tout réussi, a tout essayé, mais a tout échoué. Je crois que cette fois-ci, ils ont tout le pouvoir. Les Togolais leur ont donné le mandat et ils doivent justement travailler pour que les Togolais se sentent mieux à l'aise chez eux. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des jeunes, ils n'ont que pour projet de quitter le pays. Ça veut dire tout simplement que socialement, ça ne marche pas. Si vous avez une population majoritairement jeune qui n'a pas envie de rester chez soi et développer le pays, je pense qu'on est en danger. Donc les dirigeants doivent prendre conscience de cela et travailler à ce que tous les Togolais se sentent mieux ces jeux et essayer justement de réduire ce fossé-là qui existe entre les autorités et le citoyen lambda. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Maoulolo Samson Alidja, vos projections en 2026, comment voyez-vous le Togo en 2026 au regard de ce qui est fait actuellement? J'aurais aimé être très optimiste, très enthousiaste, mais je suis obligé d'être un peu réservé, de tempérer un peu. Sur le plan macroéconomique, les indicateurs sont tous ouverts. On annonce une croissance de 6,2% pour l'année à venir. Donc tout cela semble beau, on a l'impression que le pays va en avance. Mais lorsqu'on descend au niveau microéconomique, lorsqu'on parle avec les Togolais lambda, on a l'impression que ça ne va pas. Ou bien on voit que ça ne va pas. D'ailleurs, il y a un thème qui est devenu courant, c'est complètement gâté. Et tout le monde veut juste partir. Vous allez voir des gens qui ont fait des crises parce que les visas américains ne sont plus actuellement disponibles. On ne peut pas, comme l'a dit tout à l'heure Louis, vivre dans un pays où toute la jeunesse n'a qu'un rêve, c'est de partir. Or, cette jeunesse-là est formée à coût de milliards par l'État. C'est-à-dire l'État dépend de l'argent pour construire des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et lorsque cette jeunesse-là veut maintenant aider à la construction de l'État, elle veut partir. C'est une somme d'argent énorme que le Togo perd dans cela. Et lorsque si cela continue, on ne peut pas parler de perspective rose à l'avenir. Les chiffres macroéconomiques vont toujours montrer que ça va, mais au niveau micro, dans la réalité des faits, on se rend compte que ça ne va pas. Malheureusement,
Et nos dirigeants utilisent trop souvent des benchmarks fabriqués ailleurs. Et quand la FMI ou la Banque mondiale dit par exemple que la pauvreté, c'est vivre avec moins de $2 par jour, eux se disent que bon, si vous vivez avec plus de $2 par jour, c'est que vous n'êtes plus pauvre. Alors qu'il faut prendre en compte l'inflation, le coût du transport. Il faut prendre en compte tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que personne, à moins que la personne ne soit un magicien, ne peut prendre 1000 francs, manger 3 fois par jour et se déplacer à Lomé actuellement. À moins bien sûr qu'il ne soit un magicien. Mais s'il est un non-lambda comme nous, je ne vois pas comment il pourra le faire. En plus de cela, dans la communication officielle, on confond souvent, parfois à volonté, ou je ne sais pas si c'est par erreur, le taux d'accès et le taux de desserte. On dit souvent que le taux d'accès à l'eau est de 60%. Mais quand on dit le taux d'accès, ce n'est pas le taux de desserte. Le taux d'accès, c'est que il est possible que 60% des personnes aient l'eau. Le taux de desserte, c'est que 60% des personnes aient vraiment l'eau. Effectivement. Et dans cette confusion-là, parfois entretenue, même parfois dans des communications officielles, qui fait que le taux d'accès est parfois peut-être de 20%, mais le taux de est de 70% par contre, mais le taux de desserte est parfois de 20%. Parce que moi, dans mon quartier, ici à Tocoin, ça fait peut-être 2 ans que je n'ai plus vu l'eau potable dans le robinet. Tout le quartier est comme ça. On est en plein cœur de Lomé, on n'est pas à Thiévier. On est en plein centre de Lomé, on a quelque part du grand marché. Donc, c'est une zone où il y a les tuyaux. Donc, le taux d'accès est là. Mais il n'y a pas de dessert. Donc, tout cela fait que, finalement, on a l'impression que le gouvernement veut bien faire, mais ou soit les politiques sont mal définies, soit les agences créées ont été mal structurées, soit il y a une lourdeur administrative, ou il y a des pratiques de politique de gouvernance qui paralysent l'action du gouvernement sans que lui-même ne le sache. Et moi, je ne me réjouis pas du fait qu'on m'a créé une énième structure pour lutter contre la corruption, parce qu'aujourd'hui, toutes les recherches académiques ont montré que ce n'est pas la corruption qui empêche un pays de se développer, c'est la forme de corruption qui est dans le pays qui est le problème. Parce que même un pays comme les États-Unis, il y a des formes de corruption qui sont plus dures pour les États-Unis que même au Nigeria. Mais ça n'empêche pas les États-Unis d'être le pays qu'il est aujourd'hui. Donc il faudrait plutôt... Ça revient à la corruption. Oui, c'est-à-dire ce n'est pas la corruption le problème, c'est la forme de corruption qui est le problème au fait. Parce que parfois on met la corruption dans... La corruption, ce n'est pas un panier, ce n'est pas une action homogène. Entre le policier qui te raquette dans la rue et le milliardaire qui est aussi un conseiller du gouvernement, ce n'est pas la même chose et ça n'a pas la même impact sur la réalité économique du pays. Donc, au lieu de créer encore un énième organisme où on va encore dépasser de l'argent, tout ça, on ne juge même personne finalement, on ne sait pas ce qui se passe finalement, non. Il faut qu'on soit plus concentré parce que les Togolais aujourd'hui veulent avoir de l'eau potable, veulent avoir un coût de vie abordable parce que tout devient extrêmement cher et veulent surtout pouvoir vivre dans un pays qu'on a envie de construire. Et il faudrait que la gouvernance politique aussi en prenne compte. Alors, comment, dans ce contexte, comment envisagez-vous le Togo en 2026 ou bien comment voudriez-vous que le Togo soit en 2026? Je vais dire plutôt que j'espère que les politiques gouvernementales, les actions qui seront menées vont se traduire concrètement par des changements sur le terrain. Ce qui est dit officiellement va, si on le traduit par des actions concrètes. Exactement. Et il faudrait penser à savoir où se trouve le blocage. Est-ce que c'est au niveau des organisations, des centres que l'État a créés? Est-ce que c'est au niveau des ministères? Est-ce que c'est des problèmes de process? Ou est-ce que c'est des problèmes de manque d'argent? Il faudrait également identifier ça. Et malheureusement, c'est des efforts qui ne sont pas souvent faits. Et il y a une certaine opacité, c'est-à-dire tout à l'heure, on nous a dit qu'il y a près de 48% du budget qui sera consacré aux associations sociales. Mais à la fin de l'année, on n'aura pas un rapport pour savoir concrètement combien a été aux paysans, combien a été... Parce que chaque année, on vote des budgets assez impressionnants pour l'agriculture, mais on est toujours en bas de 3% des terres irriguées. Et actuellement, en décembre, il pleut à Lomé. S'il pleut à Lomé en décembre, peut-être qu'il ne va plus pleuvoir en juin, ce qui va complètement dénaturer tout le cycle de production agricole. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait contre ça? C'est ça qu'il faudrait maintenant expliquer aux populations, que c'est les mesures qui sont prises, parce que sans ça, les paysans vont continuer pas à s'appauvrir, et les paysans, c'est quand même 60% de la population togolaise. Et si les paysans ils sont déjà très pauvres, mais s'ils continuent pas à s'appauvrir, tous les efforts seront vains. Merci beaucoup à vous, Maolo Samson. Je crois que rapidement, ce qu'il faut dire, c'est que on aurait bien avoir cette fois-ci ce qu'on appelle rapport sur l'exécution budgétaire. Oui, parce que si vous n'avez pas, on ne peut pas juger l'efficacité de ce qui est fait. C'est-à-dire que c'est là où on revient sur la transparence de la chose publique. Et Samson disait tout à l'heure, peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est un budget énorme qui est souvent consacré à l'agriculture. Il y a certains volets, irrigation, oui, tout cela, mais je pense qu'à chaque fois, parce que c'est là où les yeux ne sont pas trop
curieux, on ne voit pas justement les retours. Donc aujourd'hui, je crois que on ferait du bien justement aux Togolais en revenant sur le rapport, ou bien le compte rendu de ce qui a été déjà fait. Si on ne le fait pas, je pense qu'on est toujours dans l'opacité et ça ne nous arrange pas. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il sent que le gouvernement ou bien l'État veut bien faire les choses. Mais on a l'impression que jusque-là, ils ne font que, en fait, ceux qui sont là ne font que du surplace. Et c'est aussi ça, j'ai toujours dit, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle le jus du temps. Parce que nul n'est indispensable. Vous l'avez compris que ailleurs, par exemple, Patrice Talon, il a fait deux mandats, il a décidé de partir. Les idées nouvelles naissent naissent chaque jour. Si vous êtes là pendant longtemps, vous risquez de ne répéter que les mêmes choses et vous n'aboutirez qu'au même résultat, malheureusement. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est qu'arrivé à un moment donné, les gens décident délibérément. On sait qu'aujourd'hui, ils ont la même mise sur tout, ils ont le pouvoir. Je disais tout à l'heure que le peuple leur a peut-être donné le mandat et tout. Mais il faut qu'on arrive à prendre de la hauteur en disant que, ok, nous aussi, nous avons suffisamment fait. Il faut que nous nous remettons de côté. Il faut qu'on se retire pour donner la chance à d'autres. Comme ça, on va faire une petite comparaison. Si on ne le fait pas et on pense qu'on est toujours indispensable, je crois que on aura toujours on aura les mêmes résultats et le peuple en aura toujours marre. Merci beaucoup. À vous, non, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que voilà, quand nous avons suivi le discours du président du Conseil, bien évidemment, M. Faure Gnassingbé, au Congrès, et il a dit que c'est une nouvelle approche qu'ils veulent imprimer à la gouvernance dans notre pays, puisqu'il estime que voilà, nous sommes passés de la 4e République à la 5e République. Donc la 5e République suppose un changement de méthode, un changement de paradigme. Et donc si sincèrement il arrivait à traduire dans les faits ce qu'il a annoncé, puisqu'il a dit tout projet sera maintenant assorti de calendrier d'exécution, d'un suivi rigoureux, d'un budget bien concret, et surtout on doit s'assurer aussi à la fin que cela a été disons implémenté sur le terrain. Si je parle de cette portion qu'il a déclinée au niveau du Congrès, je me dis que cela doit appeler de sa part aussi des descentes sur le terrain. Ce n'est plus depuis son bureau du palais, voilà. Ce n'est plus depuis son bureau qu'il va suivre de loin ce qui se passe. Donc il doit aussi descendre. De façon inopinée. De façon inopinée, bien évidemment. Puisque ce qu'on nous a dit lorsqu'on parlait du changement constitutionnel de cette 5e République, les érudits qui sont passés sur les plateaux pour nous expliquer cette nouvelle constitution nous ont dit que le pouvoir maintenant est maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Et si le PC est l'émanation de cette Assemblée nationale, bien de ce Parlement, cela suppose qu'il doit être constamment en contact avec nous. Donc ce ne serait plus un PC bunkérisé qui est loin. Et voilà, les choses se passent ailleurs et au finish, peut-être ils se contentent des rapports qui ne sont pas forcément vrais. Les choses, la réalité du terrain. Donc il faudrait que tout ça la change et la façon aussi de gouverner aussi doit changer à son niveau. Nous, population, nous estimons qu'il a dit qu'il va suivre dorénavant tout ce qui va se faire. Les choses ne se feront plus comme ça se faisait. Il a dit aux parlementaires d'être aussi au-delà du contrôle de l'action gouvernementale, de tout faire aussi pour que les choses se passent normalement. Est-ce qu'on va donner main libre à ces parlements aussi de travailler, étant donné que voilà, dans le pays, c'est un secret de polichinelle, les réseaux se combattent. Ça aussi, il faut parvenir à dynamiter ces réseaux-là et permettre à ce que l'État puisse travailler de façon régalienne. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, je vais rester dans le prolongement du 4e sujet pour dire que l'autre aspect que je souhaiterais aborder, c'est la désignation, bien la nomination à certains postes de la République, à certaines fonctions. On a l'impression que c'est toute une équipe, c'est seulement une équipe avec lequel, vous m'excusez, mais ceux qui sont chargés de désigner les uns les autres ou bien de nommer les ministres, c'est seulement avec une équipe qu'ils fonctionnent pendant longtemps. Parce que ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, si tu n'es pas ministre, demain tu peux revenir directeur de cabinet. Si tu n'es pas directeur de cabinet, tu peux revenir être secrétaire général. Et ce sont les mêmes noms
qui revient souvent. Et donc, on a l'impression que pour occuper une haute fonction, en fait, au Togo, il doit avoir, il y a certaines patronymes, en fait, qui reviennent de temps en temps. Donc, je crois que... Malheureusement, ce n'est pas un débat, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Non, mais malheureusement, c'est ça. Il parle de sa perception. Moi, je parle de ma perception. On suit de près les nominations et on voit que ce sont les mêmes personnes qui reviennent souvent. Donc, je crois que tout cela, c'est des choses en réalité qui frustrent. Il faut qu'à un moment donné, on essaie d'ouvrir la vanne et puis on essaie en fait, de valoriser chaque talent. Voilà. Ma copine aussi nommé Louis. En fait. Bon, si vous trouvez que j'ai une compétence quelque part, vous avez beaucoup de compétences. Ah voilà. Fallait le dire plutôt, Louis. Il fallait être plus direct comme ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi de m'avoir invité. Maoulolo Samson Arlidia, vos mots de fin. Oui, merci. J'aimerais une fois encore profiter de ce plateau. Je sais que nous sommes assez suivis dans les pays du Sahel pour plaider la libération de deux confrères journalistes, notamment Youssouf Seriba des Échos du Niger et de Moussa Kaka qui est l'ancien correspondant de RFI au Niger, qui sont actuellement emprisonnés pour garder dans les prisons à la prison de Kolo, qui est une prison de haute sécurité destinée aux djihadistes. Et il leur a reproché d'avoir mené des actions, d'avoir commenté sur un plateau de presse une invitation à un événement officiel organisé par la junte au pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils sont enfermés depuis maintenant plusieurs mois. Et je pense qu'en tant que journaliste, nous devons quand même plaider leur cause et demander qu'ils soient libérés. Et je pense que lorsqu'on veut libérer l'Afrique, ce n'est pas en barrant les voies dissidentes, c'est plutôt en essayant de fédérer tous les forces pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Maoulolo Samson Arlidia, vous êtes également journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Ibrahim Acha, vos mots de fin. Oui, je voulais, vous savez, comme nous sommes vers la fin de l'année, vous savez, ça rime avec les fêtes de fin d'année. Il faut être en bonne santé, il faut vivre d'abord avant de fêter. Donc, je voulais parler indirectement de la sécurité routière. Donc, beaucoup de vigilance sur les routes, éviter les substances qui peuvent affecter notre capacité de conduite, respecter le code de la route, ce qui suppose les feux de signalisation, éviter la surcharge. Et aussi, lorsque l'on veut se déplacer et l'on met en circulation, avant de quitter, il faut s'assurer du bon état de vos engins. Ça, c'est très important, voir le côté des pneus, voir le côté des systèmes de freinage, d'allumage et tout ça là. Je pense que ça nous permettra quand même d'éviter les accidents. Parce qu'en fin d'année, le constat qui est fait généralement, c'est qu'il y a vraiment assez de cas d'accidents. Et là, vraiment, il faudrait qu'on fasse un effort pour respecter le code de la route. Je pense que cela permettra d'épargner des vies. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Acha. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pignang et Richard Kofanga à la réalisation. Merci à tous les collègues à la diffusion. Merci à Thomas Choy à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.